Encore une fausse information du chef d'état-major russe. Gerasimov a annoncé pour la deuxième fois ce mois-ci la prise totale de la région de Louhansk. Les forces de défense ont frappé une unité de la 150e division motorisée près de Novotcherkassk. Le renfort des troupes d'occupation se complique, certains n'ont même pas le temps de voir l'Ukraine. Un invité indésirable, même en transit. Les pays baltes ferment leur espace aérien au Premier ministre slovaque Robert Fico. Réussira-t-il à trouver un itinéraire vers Moscou pour rejoindre son ami du Kremlin? C'est le panier de crabes en action. En Russie, on continue d'humilier le propagandiste pro-guerre Sergueï Markov. Cette fois, il a été condamné pour l'absence de mention d'agent de l'étranger. Il a accusé le SBU et Soloviev d'être à l'origine de ses malheurs. De tout cela et bien plus encore. Parlons-en en détail dès maintenant. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et c'est parti. L'armée ukrainienne dément les propos du chef d'état-major russe Valery Gerasimov sur la prise de Louhansk. Le 3e corps d'armée précise que Nadia, Novoyeorivka et Rekivka restent ukrainiens dans la région de Louhansk. Par conséquent, les affirmations russes ne correspondent pas à la réalité. Depuis 6 mois, l'occupant tente des assauts massifs, mais la ligne de front reste quasiment inchangée. Hier, lors d'une visite au poste de commandement sud des troupes russes, Gerasimov a pour la 2e fois ce mois-ci, et pour la 5e fois en 2 ans, annoncé la libération totale de la soi-disant République de Louhansk. Il faut noter que le chef militaire de Poutine est devenu la risée de tous avec ses déclarations. Même pour les correspondants de guerre pro-russes, on lui a rappelé qu'il avait fait exactement la même annonce de prise totale de Louhansk l'été dernier. Parallèlement, les troupes russes ont intensifié leurs assauts dans la région de Kharkiv vers Kupiansk et Vovchansk. Ils tentent d'y presser les positions ukrainiennes et de réduire la tête de pont des forces armées. À l'est de la rivière Oskil, c'est ce qu'a déclaré Viktor Tregoubov, porte-parole du groupement des forces interarmées. Il a noté qu'environ 10 positions ennemies actives ont été repérées dans la ville même de Kupiansk. Il a ajouté que les forces russes tentent de reprendre l'initiative, mais qu'elles subissent des pertes. Les Russes tentent de s'infiltrer sur la rive gauche de l'Oskil, profitant de la proximité de leur position. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes contiennent l'ennemi depuis Kupiansk et utilisent des drones contre les groupes d'assaut. Poutine a ouvert la boîte de Pandore. Sa guerre a fait de l'Ukraine un leader mondial des drones qui détruisent l'armée et les infrastructures du Kremlin, même loin de la ligne de front. Et ce n'est que le début, car une partie du prêt européen de 90 milliards, qui devait être débloqué mercredi, servira précisément à la production de drones. C'est ça la guerre, il nous dépasse, tout simplement. On essaie d'avancer comme des tortues, mais le guépard nous double. L'Ukraine a intensifié ses frappes à l'arrière des lignes ennemies. Oh là là! Le rythme de l'offensive a changé. L'Ukraine renforce ses capacités de manière effrénée. Leur concept de mur de drones et d'offensive robotisée a fonctionné. La fin de 2025 et surtout le début de 2026 ont été fructueux. Ces dernières semaines, nos défenseurs ont détruit des BM-30 Smerch à l'arrière des lignes russes. À Mariupol occupé, des drones ukrainiens ont frappé un système russe Pantsir S-1. Dans la région de Zaporizhia, des drones ukrainiens ont détruit un Sonsepiok sans équivalent. C'est un lance-roquettes multiples rares utilisant des munitions thermobariques. Son coût est estimé à 15 millions de dollars. Un nouveau record ukrainien. Pour la première fois, un Shahed a été abattu par un drone intercepteur lancé depuis une plateforme navale. L'intelligence artificielle est déjà activement utilisée sur le champ de bataille. Les drones parviennent à esquiver habilement les tirs ennemis. Les opérateurs de drones frappent désormais des cibles en Russie jusqu'à 500 km. Grâce à un nouveau système de guidage par Internet permettant de piloter loin du front. On peut décoller et atterrir sur n'importe quel terrain non préparé. Ça peut être une zone urbaine ou bien un simple champ. En gros, tout endroit qui n'est pas prévu pour le lancement d'appareils. Cela offre un avantage tactique et assure la sécurité de l'équipage. Parallèlement, l'Ukraine tente de passer à une production à grande échelle de ces systèmes. L'Ukraine compense en grande partie le manque de missiles coûteux et d'aviation par des solutions de drones moins chères.
peuvent être produits en masse. Pas besoin de grandes usines, une production artisanale en garage suffit. Pour le prix de 100 chars modernes, on obtient des technologies dignes de Terminator 2. Et ce n'est plus de la science-fiction. Le commandant en chef Syrski affirme que l'Ukraine a de quoi être fière. Drones de reconnaissance et d'attaque, drones FPV, télécommandés ou reliés par fibre optique, intercepteurs spécialisés et robots terrestres autonomes, tous conçus pour remplir des missions variées sur le terrain. Dans tous ces domaines, nous avons de réels motifs de fierté. Mais il reste encore du travail pour résoudre les problèmes actuels. La première tranche de l'aide de 90 milliards d'euros servira à l'achat de drones ukrainiens. Pour l'année 2026, l'Ukraine a sollicité une aide à la défense d'un montant total de 28 milliards d'euros. Le premier plan de livraison de produits se concentre sur les drones de l'industrie de défense de pointe de l'Ukraine. Le complexe militaro-industriel ukrainien est devenu un sujet phare dans les médias mondiaux. La guerre avec l'Iran a montré tout le danger des Shahed et l'importance de s'en protéger. L'Ukraine a déjà reçu des demandes de 11 pays pour la fourniture de drones de fabrication nationale. Il s'agit avant tout des États du Moyen-Orient et du Golfe Persique, ainsi que de la perspective d'accéder au marché du Caucase. Dans ce drone deal, il y aura au moins 10 contrats différents sur tel ou tel export d'armes ukrainiennes. La coproduction prévue, c'est la construction de nos lignes de production tant en Ukraine que dans d'autres États. De nouvelles technologies que nous développons ensemble avec tel ou tel État, dans lesquels ils investissent. Et il y a un accord sur le financement pour l'année d'un volume correspondant et un nombre d'années fixé. Par ailleurs, Zelensky a annoncé le début d'une coopération active avec les pays européens. Le travail a déjà commencé avec l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Suède et les Pays-Bas. Bien sûr, nous entretenons de bonnes relations avec le Royaume-Uni et la France. Je suis certain que tout cela s'y produira également. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, une compétition oppose les drones ukrainiens aux Russes, qu'ils assemblent avec des pièces chinoises. Que nous assemblons entièrement nous-mêmes, mais à partir de matières premières étrangères, pour ainsi dire. Et en Russie, il n'était bien pas possible de s'en procurer. C'est bien là le problème. C'est pratiquement impossible à faire, même si l'on prend de simples fils de cuivre qui, comme chacun sait, je pense que mes collègues ne me contrediront pas, sont fabriqués exclusivement en Chine. C'est-à-dire que si l'on prend juste l'électrique, eh bien c'est 90%, ce sont toujours des matières premières étrangères. En Russie, ils n'en produisent tout simplement pas. Déjà, les plastiques sont chinois, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de plastique russe. Eh bien, allez-y, Il n'y a pas de plastique russe, Dmitri Anatolievitch, arrêtez ça. Les unités spécialisées des forces de défense ukrainiennes rivalisent avec les occupants russes. Ils ont, à l'instar des Ukrainiens, également commencé à développer des troupes de drones. Nous n'avons d'autre choix que d'accroître la puissance et l'efficacité de nos systèmes de drones pour l'emporter dans cet affrontement. Jour après jour, grâce à nos défenseurs, le monde entier a découvert les développements uniques de l'Ukraine. Et en Russie, la zone de risque s'est étendue bien au-delà du front, ce qui suscite peur et perplexité chez les porte-paroles du Kremlin. Pourquoi tout ça? Tout devrait être direct. S'il le faut, apprenons de l'ennemi. Regardez le système de contrôle. L'américain. Ce que les Ukrainiens mettent en œuvre actuellement. Ne pas hésiter à prendre tout ce qu'il y a de mieux. Alors que le Kremlin est en pleine hystérie, nos soldats font tout pour saboter la logistique, les infrastructures pétrolières et les centres militaires de l'ennemi afin de remporter cette guerre. Des drones du centre d'opération spéciale Alpha du SBU ont frappé la station de pompage et de répartition Samara à Prosvet, dans la région de Samara, y provoquant un incendie. Selon des données préliminaires, les drones du SBU ont endommagé 5 réservoirs de pétrole brut d'une capacité de 20 000 mètres cubes chacun. La station traite le pétrole d'exportation de type Oural, ce qui en fait un élément clé de l'infrastructure de transport pétrolier de la Fédération de Russie. Dans la région de Rostov, de nombreuses et puissantes explosions ont retenti dans le secteur de Novotcherkassk. D'après les premières informations, des drones ukrainiens ont attaqué l'infrastructure ferroviaire et le lieu de déploiement d'unités de l'armée d'occupation russe. Des témoins ont confirmé sur le net que de fortes explosions ont été entendues dans le village de Persianovski. C'est là que se trouve la gare du chemin de fer du Caucase du Nord.
Le village et la gare sont à quelques kilomètres du terrain d'entraînement de Kadamovski et de la cité militaire de la 150e division de fusiliers motorisés. La gare de Persianovka est l'un des points permettant d'assurer le transfert d'équipements lourds et de troupes pour cette unité. Ainsi, la gare elle-même et ses infrastructures adjacentes revêtent une importance stratégique pour l'armée de Poutine en raison de sa proximité immédiate avec de grandes installations militaires et des nœuds logistiques clés. Navires de guerre touchés, raffineries en feu, ports et usines, tout cela en seulement quelques jours. Les forces ukrainiennes continuent de détruire triomphalement les sites militaires et industriels de l'ennemi. 2 autres navires de guerre russes ont suivi le sort du croiseur Moskva. Oh, c'est quoi ça? Vania. Oh la vache. Doucement, doucement, doucement. C'est fini, c'est la fin. Va derrière la clôture. Oui, grand-mère, tout va bien, tout va bien. C'est Vania, c'est le bordel. C'est la merde. Les services de renseignement ukrainiens ont privé la Russie de 2 autres grands navires de débarquement. Le Yamal, projet 775, et le Nikolai Filchenkov, projet 1171. Au moment de l'attaque, les navires se trouvaient dans la baie de Sébastopol. Le navire Yamal a été mis en service en 1988. Il est capable de transporter jusqu'à 500 tonnes de fret, notamment des blindés et des troupes. Le Nikolai Filchenkov a été mis en service en 1975. Le navire peut transporter jusqu'à 1000 tonnes de marchandises. Cela lui permet de transporter des dizaines de blindés et un important contingent de débarquement. Plus exactement, cela lui permettait de le faire. Les 2 navires sont désormais hors d'usage. Le coût estimé des pertes s'élève à environ 150 millions de dollars. Arrête de prendre des photos, mon pote. Tu m'entends? L'ami? Et voici maintenant Tuapse. Ici, l'Ukraine coupe à Poutine son flux de pétrodollars. Regardez-moi toutes ces tonnes, c'est incroyable. Mon Dieu, quel réservoir! Et les pétroliers sont bloqués en mer. Nulle part où aller. Il n'y a vraiment nulle part où aller pour tous les Russes. Car le karma finit toujours par rattraper son propriétaire. Et dans ce cas précis, la guerre revient toujours vers celui qui l'a déclenchée. Et seuls les Russes ne comprennent toujours pas pourquoi tout cela leur arrive. Je voulais vivre au bord de la mer avec mon enfant. La mer est complètement bousillée par tout ce mazout. Tout est gâché. Où est-ce qu'on peut aller? On s'est baigné. Et ça vole, ça y est, ils détruisent tout. Dites-moi les gars, franchement, vous savez, je me demande vraiment pourquoi, mais vraiment pourquoi, ne peut-on pas vivre en temps de paix? Quant à Tuapse, le Kremlin devrait peu à peu oublier l'existence de cette raffinerie de pétrole. Les drones ukrainiens semblent avoir l'intention de rayer la raffinerie de la carte. Et selon notre avis subjectif, ils y parviennent plutôt bien. Tuapse a été frappé pour la 2e fois en 1 semaine. Le précédent incendie n'a pu être maîtrisé qu'après 3 jours. On a gagné. À peine les secours russes avaient-ils annoncé la fin de l'incendie qu'il faut déjà s'y remettre. Et cette fois, l'extinction pourrait prendre beaucoup plus de temps. Selon les experts au SINT, au moins 11 foyers d'incendie ont été recensés sur le site. Les défenseurs ukrainiens ne visent pas seulement les sites pétroliers russes, mais aussi le complexe militaro-industriel. Hier, les sanctions ukrainiennes ont rendu visite à l'entreprise Atlan Aero, à Taganrog, dans la région de Rostov. Une surprise explosive orchestrée par les missiles ukrainiens Neptune. Atlan Aero assure le cycle complet de conception, fabrication et test des drones de reconnaissance et d'attaque Molnia, ainsi que des composants pour les drones Orion. À la suite de l'attaque contre l'entreprise, au moins 2 ateliers ont été endommagés. Les sanctions par drone étaient également à l'œuvre hier. Des drones ont visité le port maritime d'Ieisk, situé à proximité de Taganrog. Là aussi, les Russes ont encaissé un coup. C'est un port modeste mais stratégique sur la mer d'Azov. Entre 3 et 4 millions et demi de tonnes de marchandises y transitent chaque année.
Il s'agit principalement de céréales, de charbon, de produits pétroliers et de métaux. Il est situé juste à côté de Taganrog, à environ 60 km. C'est justement par ce port qu'une partie du grain ukrainien volé dans les territoires occupés est acheminée. Et Poutine, vous vous souvenez de son ricanement disant que la mer d'Azov est désormais une mer intérieure russe. C'est bien ce qu'il dit. Eh bien, la mer d'Azov est désormais une mer intérieure pour les drones et les missiles ukrainiens. D'ailleurs, à Tuapse, l'action bat son plein en ce moment. Depuis près d'une semaine, des réservoirs de carburant brûlent sur le site de la seule raffinerie de pétrole russe sur la côte de la mer Noire. Lors de la dernière frappe, des drones ukrainiens ont touché le parc de stockage, a rapporté l'état-major des forces armées ukrainiennes. Le système de détection des incendies de la NASA enregistre des températures anormalement élevées sur le site de l'entreprise. Les images circulant sur le réseau montrent également une épaisse fumée provenant de l'incendie et d'importantes flammes nues. La raffinerie de Tuapse est orientée vers l'exportation de produits pétroliers via le terminal maritime voisin. La frappe sur le parc de stockage paralyse de fait les livraisons de carburant à l'étranger et pour les besoins de la flotte de la Fédération de Russie, notamment les navires de guerre. Quant à la population locale, elle s'adapte déjà à vivre sous un écran de fumée, car aucune évacuation n'est prévue en cas de catastrophe technologique. Ils utilisent donc déjà des astuces de survie. Ils utilisent du Coca-Cola pour nettoyer les produits pétroliers des surfaces. Regardez. Je veux vous montrer aujourd'hui une petite astuce très utile d'une personne vraiment aimable qui a gentiment dit que le Coca-Cola peut nettoyer efficacement les produits pétroliers. Merci à toi, chère et brave personne, merci beaucoup pour cette astuce vraiment magique. Il n'y a rien d'autre que le Coca-Cola qui nettoie aussi parfaitement et aussi facilement ce produit pétrolier qui parfois nous tombe sur la tête. C'est étrange qu'elle ait oublié de remercier Poutine. En somme, on voit que les sujets de Poutine font ce qu'ils préfèrent, endurer et s'adapter à tout, pourvu que le petit père des peuples continue de guerroyer et de tuer à des centaines de kilomètres de leur ville autrefois balnéaire que personne ne menaçait auparavant. Négociation directe entre Zelensky et Poutine avec la participation de Trump et Erdogan. Lieu de rencontre, la Turquie. C'est la proposition faite par le ministère des Affaires étrangères ukrainien. Mais ce plan sera-t-il mis à exécution et quel pourrait en être le résultat? Réfléchissons-y. Les négociations sur la guerre pourraient franchir un nouveau cap. L'Ukraine prend désormais l'initiative en main. Zelensky ne refuse pas de rencontres bilatérales ou trilatérales. Et quand a-t-il déjà refusé? Jamais. Il comptait déjà se rendre à Istanbul à l'époque, si vous vous souvenez, en mai dernier. Et il y est allé, ouais, mais Poutine a refusé. Et là, on a commencé à parler de représentants, de délégations, etc. Ensuite, la Hongrie. C'est Budapest, quand tout ça se passait à Anchorage, et après, où Zelensky a dit « Je suis prêt ». Et malgré une série de refus de la part de Moscou, Kiev ne dévie pas de la voie diplomatique, mais au contraire, accentue la pression sur le plan des négociations en promouvant l'idée d'une rencontre au plus haut niveau, un dialogue direct entre Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Poutine. C'est précisément ce format qui reste aujourd'hui pratiquement le seul où des décisions finales et non intermédiaires peuvent être prises. Nous sommes prêts pour une rencontre des dirigeants en Turquie au format Zelensky-Poutine avec la participation d'Erdogan et de Trump. Nous avons récemment transmis ce signal à nos partenaires turcs. La Turquie joue un rôle important dans les efforts de paix. Pourtant, le problème clé du processus de négociation demeure inchangé. Car, selon le chef de la diplomatie ukrainienne, Moscou continue d'éviter tout dialogue direct. Ils exigent ce qu'ils veulent sans chercher de compromis. Et pourquoi ne cherchent-ils pas de compromis? Qu'est-ce qui leur donne des raisons d'être aussi têtus? Eh bien, apparemment, la situation est telle qu'ils ne peuvent pas obtenir de gains territoriaux par la force. Dans la région de Donetsk, pas du tout. Ils doivent donc négocier. Mais ils ne veulent pas négocier. Et dans cette configuration complexe, la Turquie entre en jeu. Un pays qui a déjà prouvé à maintes reprises sa capacité à servir de médiateur dans des négociations là où d'autres canaux diplomatiques étaient dans l'impasse. Des accords céréaliers aux négociations complexes en coulisses. C'est pourquoi Kiev mise sur la médiation de Recep Erdogan, l'un des rares dirigeants à maintenir des canaux de communication tant avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Trump n'est d'aucune aide ici, il est occupé par d'autres dossiers, comme l'Iran.
Voilà, Erdogan aimerait agir en tant que médiateur, mais ici, il ne peut jouer aucun rôle décisif. Ici, les bonnes relations ne suffisent pas. Ce n'est pas comme si Trump demandait, Erdogan demandait, et Poutine acceptait. Ou même Xi Jinping. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il faut contraindre Poutine à négocier, vous comprenez ? Il ne doit plus avoir d'autre issue, et alors, oui, il y a une chance. Mais la diplomatie actuelle se déroule dans un contexte où le temps joue plutôt contre les négociations qu'en leur faveur. Les crises mondiales et la redistribution de l'attention des acteurs clés, notamment la situation autour de l'Iran, réduisent peu à peu la fenêtre d'opportunité pour une paix rapide. Le Kremlin pourrait se bercer d'illusions pensant que tout commence à s'arranger. Et ils vont essayer, enfin au moins, comme ils disent, d'achever l'Ukraine, car soyons honnêtes, le prix du pétrole a augmenté. Et s'il y a un mois à peine, nous discutions du fait que l'industrie pétrolière russe était dans une situation désespérée où le pétrole coûtait souvent moins cher que son coût de production en Russie. Maintenant, tout a changé. Malheureusement, vous savez, ça part. Donald Trump a aussi contribué à ce processus. Pour la première fois depuis 2014, les sanctions ont été assouplies contre le pays qui a déclenché la guerre la plus vaste et la plus sanglante du XXIe siècle. Si Donald Trump montrait sa volonté d'accroître la pression sur la Russie, d'intensifier au maximum la pression sur la Russie par des sanctions et par la fourniture d'armes à longue portée à l'Ukraine, alors je pense que la position de la Russie aurait été différente. Maintenant, en fait, Poutine, il perçoit toute concession comme une faiblesse et il est donc peu probable qu'il accepte, vous savez, des accords. Ainsi, les négociations d'aujourd'hui se transforment de plus en plus en une construction politique complexe où une partie est prête tandis que l'autre fait traîner le processus, jouant avec la vie de millions de personnes. Et dans ce contexte, la question principale se pose avec de plus en plus d'acuité. La guerre russo-ukrainienne est-elle seulement capable de sortir du mode des tentatives diplomatiques sans fin au moment de la prise de décision ? Un invité indésirable, même en transit, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ferment leur espace aérien au Premier ministre slovaque et par ailleurs ami de Poutine, Robert Fico. Pourquoi les pays baltes ne laissent-ils même pas le politicien survoler leur pays ? Et si Fico parviendra à trouver un autre itinéraire vers Moscou, nous vous l'expliquons dans la suite du reportage. Le sabbat victorieux est menacé. Le couloir aérien vers la Russie est fermé pour le Premier ministre slovaque Robert Fico. La Lituanie et la Lettonie ont déjà annoncé qu'elles ne permettraient pas le survol de leur territoire lors du vol vers Moscou. Eh bien, des États membres de l'Union européenne ne permettront pas au Premier ministre d'un autre État membre de survoler leur territoire. Après la Lituanie et la Lettonie, l'Estonie a également interdit le survol de son territoire, limitant d'ailleurs l'ami de Poutine, Tallinn, pour la deuxième année consécutive. Fico ne recevra pas à nouveau l'autorisation d'utiliser l'espace aérien estonien pour un vol vers Moscou afin de participer au défilé du 9 mai, un événement visant à glorifier l'agresseur. Nous l'avons refusé l'année dernière et le même principe s'applique aujourd'hui. La raison de l'interdiction est évidente. Un dirigeant européen n'a rien à faire en Russie, surtout pour la fête principale du Kremlin. Bonne fête à vous. Joyeux jour de la grande victoire. Puisque Fico ne saisit pas cette vérité, on lui barre la route pour ne pas cautionner sa visite dans un pays agresseur. Je suppose que la présence au défilé est récompensée par le Kremlin par certains avantages pour tel ou tel dirigeant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça y ressemble. Et Fico veut montrer sa loyauté, car il souhaite obtenir des ressources énergétiques à bas prix. De l'argent frais dans sa poche, voilà ce qu'il cherche. Les autres dirigeants n'ont donc pas à l'aider dans cette démarche. Fico a aussi été prévenu au sein de l'Union européenne. La haute représentante Kaja Kallas a fait comprendre au Premier ministre slovaque que sa présence à Moscou est incompatible avec l'Union. Mais Fico a simplement rétorqué qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir. L'avertissement de Madame Kallas est-il un chantage ou une menace de me punir à mon retour de Moscou ? Je l'ignore, mais je sais que nous sommes en 2025, pas en 1939. Madame Kallas, je tiens à vous dire que je suis le légitime Premier ministre de la Slovaquie, un pays souverain.
Personne ne peut me dicter où j'ai le droit de voyager ou non. Bien que ce soit évident, Fico reste prudent, prétextant un dépôt de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. L'an dernier, il justifiait son voyage par des rencontres avec d'autres dirigeants, dont ceux de la Chine. Mais le point d'orgue restait toujours son rendez-vous avec Poutine. Ici aussi, il commence à biaiser. Il dit « J'y vais pour les fleurs et pour le défilé, on verra bien ». Et je ne vois pas que Poutine, mais aussi Xi est le président du Brésil. Il essaie vraiment de faire bonne figure, de garder la tête haute dans ce jeu malsain, mais malgré ses efforts, ça ne prend pas. Tout le monde comprend très bien où il va et pourquoi il y va. Il ne veut pas paraître comme un poutiniste radical qui se moque de tout. Non. Il sait pertinemment qu'il dépend de l'Europe. Il y a plein d'options où Fico veut vraiment réussir, mais il y a tout de même une véritable limite physique à vouloir s'asseoir entre deux chaises. Pour voir l'homme du bunker, Fico cherche déjà des itinéraires alternatifs. Même le Kremlin prépare un plan de vol pour ce cher ami de la Russie. Voici ce que propose la Fédération de Russie. Un vol de transit par la Hongrie et la Roumanie, puis sur la mer Noire. Ainsi qu'un itinéraire via l'Autriche, l'Italie, les eaux internationales de la Méditerranée et la Turquie. Un autre itinéraire possible, un vol via la Pologne ou la République tchèque et l'Allemagne, suivi d'un passage par les eaux internationales de la mer Baltique et d'une entrée dans l'espace aérien russe près de Saint-Pétersbourg. Eh bien, n'allez pas trop vite avec la Pologne. L'an dernier, Varsovie avait déjà fermé son espace aérien à Fico. Tout le Kremlin s'était alors mobilisé pour défendre le politicien slovaque. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, avait alors accusé l'Union européenne de mener une politique russophobe absurde. Ces pays poursuivent leur politique absurde, empreinte de russophobie, et ils projettent même cette politique sur leurs propres collègues d'Européens en charge des affaires européennes. Et Sergueï Lavrov, le fidèle de Poutine et ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a qualifié la décision des pays baltes de honte. Mais revenons à Fico. Hélas, il ne faut pas s'attendre à ce que tous les pays suivent l'exemple de la Lituanie, de la Lettonie ou de l'Estonie. Il finira donc par arriver à Moscou, mais les difficultés sont désormais inévitables. Au lieu d'un vol de 2 heures, Fico devra passer 5 heures, voire plus, dans l'avion. Mais il nous semble qu'il serait prêt à mettre 10 heures pour atteindre Moscou, juste pour s'entretenir avec Poutine. Fico pense, espère et croit maintenant qu'il pourra s'approprier le rôle d'intermédiaire privilégié qu'occupait Orban. Je ne parle pas de l'Europe, mais de Poutine, et de ce que Poutine va désormais attendre de lui. C'est mon opinion subjective, mais il semble bien que désormais, il sera le serviteur fidèle et, pour un certain temps, l'unique allié de Poutine, oui. Et là, il montre sa loyauté alors même qu'il est critiqué par l'Union européenne. Et oui, même Orban ne s'est jamais permis de se rendre au défilé à Moscou, jamais. Il est évident que cette année encore, Fico et le président serbe Aleksandar Vučić seront les seuls dirigeants européens présents au défilé du 9 mai. Quoique pour Vučić, ce n'est pas certain. Il n'a encore rien dit de ses projets de visite à Moscou. En Russie, on continue de se moquer et d'humilier le propagandiste pro-guerre et politologue Sergueï Markov. Cette fois, il a été condamné à une amende de 45 000 roubles pour ne pas avoir affiché la mention d'agent de l'étranger. Le pauvre homme a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur monstrueuse et que la mention lui avait été volée par des ennemis qui ont piraté son télégramme et effacé le texte obligatoire que les agents de l'étranger doivent publier. Rappelons que ce lèche-bot de Poutine a été reconnu agent de l'étranger par le ministère de la Justice russe l'an dernier, après ses éloges envers le président azerbaïdjanais, dans un contexte de refroidissement des relations entre Moscou et Bakou. Markov lui-même a affirmé plus tard qu'il avait reçu ce statut à cause de l'animateur Vladimir Soloviev. Bref, tout se passe comme prévu, c'est la foire d'empoigne. Victoria Bonia ne décolère pas. L'ancienne star de Dom 2, devenue une grande rebelle, prépare un recours collectif contre Soloviev, Milonov et Lebedev pour insultes envers les femmes. Nous nous sommes tus longtemps, avons laissé couler et fait comme si ça allait passer. Mais il est temps d'agir pour que ces gens répondent de leurs paroles aujourd'hui, dit Bonia dans sa nouvelle vidéo. Tous les détails dans la suite du reportage. Et n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner à la chaîne YouTube Ukraine aujourd'hui. Il y a quelques jours, Victoria Bonia s'est retrouvée au cœur d'un vaste écho médiatique après avoir publié une vidéo adressée à Poutine.
Je pense que le plus terrible arrive parce que vous, Vladimir Vladimirovitch, ignorez ce qui se passe dans le pays, on vous donne de fausses infos. Les gens aujourd'hui, les gens sont souffrent. La vidéo a vite circulé sur les réseaux, cumulant des millions de vues et atteignant même le stade d'une discussion officielle au Kremlin. Bien sûr, nous l'avons vue, elle est assez populaire, elle a effectivement énormément de vues. Le fait qu'avec un grand intérêt, l'auteur de cet appel ait souligné ces questions, oui, c'est vrai, ce sont des sujets qui font grand bruit. Mais pour être honnête, un travail important est en cours à ce sujet. Beaucoup de gens sont mobilisés et rien n'est laissé de côté. Mais l'effet de cet appel n'était que le début d'une nouvelle vague de conflits. Ça suffit, c'est assez. On s'est tué longtemps, on a laissé couler, on a fait comme si ça allait passer. Mais je crois qu'il est temps d'agir pour qu'aujourd'hui, ces gens répondent de leurs paroles. Juste après la vidéo, une vive réaction a éclaté dans l'espace public de la part de plusieurs figures médiatiques. Parmi eux, bien sûr, l'animateur propagandiste Solovyov, qui sur une chaîne fédérale a parlé de Bonia à sa manière habituelle. Il s'agissait d'attaques personnelles et de termes dénigrants. Je m'adresse personnellement au général d'armée, chef du comité d'enquête, Alexandre Bastrykine. Je m'adresse à la justice, je m'adresse au parquet général. Donnez, s'il vous plaît, une évaluation juridique des activités de la citoyenne Bonia. Tout ce qu'elle a pu raconter. Et ce n'est pas à cette traînée défraîchie d'ouvrir sa sale gueule et de polluer l'espace. Et c'est là que Vitali Milonov est intervenu. Lui non plus n'est pas resté en retrait et s'en est pris à Bonia dans son style, brutalement, avec sa rhétorique habituelle très dure. À vrai dire, je pensais que Bonia était une sorte de surnom. J'étais sincèrement convaincu que Bonia était une escort girl de Dubaï. Il s'avère que non, elle vit apparemment à Monaco. Honnêtement, je ne comprends pas les femmes qui vivent à Monaco. Enfin, je comprends, mais je n'accepte pas. Les gens normaux ne vivent pas à Monaco. Et ils vivent où? Ils vivent dans notre mère la Russie. Ce sont ces déclarations à l'antenne qui ont été le point de non-retour. En réponse, Bonia a enregistré une nouvelle vidéo affirmant que de tels propos sont un problème systémique de la rhétorique publique. Je tiens à dire, Soloviev, que vous vous êtes royalement planté, mais alors royalement. Et maintenant, au lieu de redresser la barre, de présenter des excuses, au lieu de ça, vous continuez à faire tanguer le bateau. Désormais, un nombre immense de gens vont se retourner contre vous. Nous allons lancer une pétition, déposer une plainte pour vous faire rayer de la chaîne fédérale, car vous n'avez pas le droit d'émettre et d'être la voix du peuple, puisque vous ne représentez pas ses intérêts. Vous ne représentez que vos propres intérêts égoïstes. Elle a souligné son intention de faire valoir ses droits en justice et envisage un recours collectif contre Soloviev et les autres parties au conflit. Et je vais préparer une plainte. Absolument, je vais préparer un recours collectif. Toutes ces femmes publiques qui ont été confrontées à ces individus qui les ont insultées en direct. Et ainsi de suite, ou disons, ailleurs dans les médias, rejoignez notre recours collectif. Je vais sans faute la déposer. Dans ses déclarations, elle a également affirmé qu'un tel comportement de la part de personnalités publiques ne doit pas rester impuni. Et elle a appelé d'autres femmes à s'unir pour mener des actions en justice conjointe.